Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Ok, alors Jonathan, merci d'être venu sur mon podcast. Je suis trop contente que tu sois là. Je voudrais qu'on commence par... J'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, de ton histoire et de ce qui t'a amené à t'intéresser à la science du bonheur, du bien-être. Qu'est-ce qui a fait que tu t'y es intéressé d'aussi près ? Au début, c'était une démarche égoïste. J'étais malheureux. Je me suis rendu compte que j'étais pas heureux. Ça a été progressif, en fait, cet intérêt pour la science du bonheur. Je savais depuis l'âge de 20 ans que je me dirigeais vers une carrière qui n'était pas pour moi. J'allais devenir avocat d'affaires à Wall Street. En fait, le rêve de ma vie, c'était d'aller faire des études de droit aux États-Unis, de faire comme mon père. Et quand j'ai été pris à l'université de Columbia à New York, j'ai compris que sans un plan précis, une envie précise de faire quelque chose, j'allais me retrouver comme 85% des étudiants à faire du droit des affaires. C'était énormément d'argent pour le gamin d'une vingtaine d'années que j'étais. Et donc difficile de dire non. Et pourtant, j'allais vers ça tout en sachant que c'était pas pour moi. Et quand j'ai commencé ma carrière, ça a été vraiment, vraiment difficile. Je détestais mon travail. J'avais énormément de stress, des addictions. Et je comprenais pas, en fait. J'avais l'impression quelque part d'avoir coché les cases que la société m'avait dit de cocher, le succès, la réussite matérielle, mais de pas être heureux. J'ai réussi à vivre dans cet inconfort pendant un temps, en anesthésiant ma douleur avec de la consommation, avec des drogues, avec des voyages, avec des rencontres. Jusqu'au moment où mon père est tombé gravement malade et le compte à rebours de ce qui lui restait à vivre a commencé. Et là, il y a eu un déclic qui m'a fait tout arrêter, en tout cas ma carrière, mon cabinet, et partir en Californie. Je voulais m'acheter un peu de temps. J'ai repris mes études. J'ai été étudier l'entrepreneuriat à Los Angeles. Et là-bas, j'ai découvert le festival de Burning Man, j'ai découvert le yoga, j'ai commencé à manger différemment, j'ai découvert la méditation. Et je suis tombé sur les écrits de Eckhart Tolle. Et c'est ça qui a complètement changé ma vie. Et quand j'ai lu A New Earth, Nouvelle Terre, j'ai su, comme j'ai jamais rien su aussi clairement de ma vie, que le reste de ma vie allait tourner autour de ce livre, en fait. Et C'est fou, ça. Ouais. T'as eu une forme d'intuition ou de certitude à ce moment-là que... Ça m'a fracassé. Je lisais, en fait, j'étais en train de lire le livre et j'avais l'impression de lire le mode d'emploi de la vie. Et je comprenais pas pourquoi, à 30 ans, je sais pas quel âge, c'était il y a... Ouais, je devais avoir 32, 33. Je comprenais pas pourquoi les concepts qui étaient dans ce livre n'avaient pas été partagés avec moi auparavant. Pourquoi est-ce que tout le monde n'était pas au courant de ce qui était expliqué dans ce livre, le mental, l'identification mentale, l'ego, le corps de souffrance, enfin des choses qui m'apparaissaient empiriquement comme une évidence et qui allaient changer ma vie. Mais j'ai senti en le lisant que ma vie était en train de complètement changer. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai cru que j'étais devenu éveillé en lisant le livre. Et donc je disais à tout le monde qu'il fallait absolument lire le livre et tout. Et j'avais pas compris que j'étais au tout début d'un chemin. Et que après, ce qu'il fallait, c'était mettre en pratique et se reconditionner, se reprogrammer. Et donc ça a été le début d'un grand voyage extérieur, intérieur, à la rencontre d'enseignements, de pratiques, à essayer des trucs, les partager et constamment étudier.
C'est pour ça que justement, tu as créé un peu ce mouvement des antisèches du bonheur. J'adore ce nom. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre Jonathan. Son pseudo, c'est Les Antisèches du bonheur. Et tu as même écrit un livre qui s'appelle Les Antisèches du bonheur. Est-ce que tu peux nous partager un peu quelques antisèches qui t'ont vraiment... quelques outils qui ont vraiment eu un impact sur toi, profond? En fait, quand j'ai commencé à écrire des méditations guidées, parce que j'ai appris la méditation grâce à des enregistrements en ligne en anglais, un site qui s'appelle Méditation Oasis, à une époque où il n'y avait pas Headspace, il n'y avait pas Petit Bambou, il n'y avait pas tout ça. Quand je suis rentré en France, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de méditation guidée, j'en ai créé. Et il m'est venu d'écrire des affirmations, mais un peu comme quand j'étais avocat, j'écrivais des contrats, c'était vraiment ce que je faisais. Donc un peu comme les clauses d'un contrat avec moi-même. Parce que je me rendais compte que souvent je répétais des comportements qui n'étaient pas bons pour moi. Et donc, ayant étudié la neuroplasticité et le fait que la répétition allait générer du changement, je me suis dit qu'il y avait un certain nombre de phrases qu'il fallait que je me répète pour vivre plus heureux, avec moins de stress. Un des trucs qui m'arrivait souvent, c'était d'envoyer un message et de le regretter. Et de me dire, j'aurais pas dû envoyer ce message, quel con et tout. Et donc une phrase, la première que j'ai écrite dans mes méditations guidées, qui était une phrase que j'avais besoin de me répéter à moi, c'était « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant ». Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour pallier à cette culpabilité de... C'est ça, pour couper court en fait. Tu peux passer tellement de temps à te demander est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire ça, et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé et tout. Et en fait, c'est... C'est de la torture mentale, je trouve. C'est ça. Ouais. Et les affirmations, ça t'a aidé, toi? Beaucoup. Beaucoup, parce qu'à force de me les répéter, elles me revenaient. Et c'est ce que les gens qui écoutent mes méditations me disent aussi. Ils se rendent compte, ils sont en train de peut-être d'avoir une embrouille. Par exemple, il y a une des affirmations, c'est la négativité est une forme de souffrance et j'y réponds avec compassion. Attends, mais ça, justement, je l'ai noté parce que je l'ai lu dans ton livre et ça m'a... Je suis vraiment restée dessus, tu vois. Je suis vraiment restée dessus. Et j'ai trouvé que c'était tellement vrai et tellement bien dit, tu vois. La négativité est une forme de souffrance et j'y réponds avec compassion. Ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude de résister à cette négativité, un peu la combattre et pas forcément chercher à la comprendre. Qu'elle soit chez l'autre ou chez nous, ouais. Comment ça se fait que toi, t'as réussi à voir... Enfin, qu'est-ce qui t'a fait voir que la négativité, c'était une forme de souffrance? Est-ce que t'as eu une expérience où tu t'es rendu compte finalement que... Je crois que d'abord, un peu comme tout, je l'ai lu quelque part, que sans doute dans les écrits de Eckhart, mais c'est cette idée que en fait, si t'es heureux, tu peux pas être négatif. Si t'es heureux, la seule chose que tu veux, c'est partager ton bonheur. C'est t'as envie que les autres soient heureux, t'as envie donc si t'es négatif, si t'es en colère, si tu dis du mal, si tu dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, quand tu y penses, c'est une évidence. Ouais, c'est vrai. Et après, tu dis bon, bah ok, c'est une forme de souffrance. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui souffre? Bah, tu le condamnes pas. Si t'agis avec le cœur, t'essayes d'aider à ce que cette personne sorte de sa souffrance. Pourquoi c'est aussi dur, à ton avis, de faire ça avec nous-mêmes? D'avoir de la compassion pour nous-mêmes, parce que je crois qu'on a la société nous conditionne à essayer d'être parfait, à essayer d'être le premier. On vit dans un monde de compétition, dans un monde hiérarchique. Si je suis pas parfait, alors je vaux rien. Ouais, c'est vrai. Et donc je me donne de l'autodétestation. On se permet pas d'être parfaitement imparfait, on se permet pas d'être qui on est, on essaye de se conformer à des standards. Ouais, c'est vrai. Des standards de réussite, des standards de beauté, des standards de perfection ou d'illusion de perfection. On s'aime conditionnellement.
on s'aime si on réussit, si on n'a pas l'air bête, si on est beau. Alors que le but du jeu, c'est d'apprendre à s'aimer sans condition. D'ailleurs, Eric Fromm, dans l'art d'aimer, il dit s'aimer conditionnellement, c'est une oxymore, un oxymore, je sais oxymore, je crois. Une oxymore. C'est transactionnel s'il y a une condition. Si t'es gentil avec moi et que je t'aime, alors c'est transactionnel. Alors si tu me craches à la gueule et que je t'aime, là c'est vrai. Là c'est vrai, c'est pas je t'aime inconditionnellement. Mais crache à la gueule et je t'aime, c'est pas j'ai envie de passer du temps avec toi. Mais je t'aime au sens de est-ce que je peux comprendre pourquoi tu m'as agressé? Je peux comprendre ce qui se passe en toi. Je peux essayer. Avant de commencer, on parlait de nos parents. Moi, j'ai beaucoup de rancœur contre mes parents et d'essayer de comprendre quelles ont été leurs souffrances, quels ont été leurs rapports avec leurs propres parents, quelles ont été les carences d'amour qu'ils ont ressenties, qui ont fait qu'ils ont eu les comportements que j'ai pu qualifier de toxiques. Et donc plutôt, Eric Fromm, encore dans l'art d'aimer, il dit pour aimer, il faut savoir passer du jugement à la compréhension. Donc nos égos... Ah ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Nos égos, c'est des machines à juger. T'es con, t'es intelligent, t'es moche, t'es bête, t'es truc, Donc ça, c'est facile, n'importe qui peut juger. C'est ce qu'on fait toute la journée. Mais dans quelle mesure est-ce que je peux suspendre ça et essayer de comprendre? Tu te fais agresser à la machine à café le matin au bureau, t'as le droit de te défendre, mais est-ce que c'est la meilleure chose? Tu peux te poser la question, est-ce qu'il a mal dormi? Est-ce qu'il a un problème avec sa femme? Est-ce que son enfant est malade? Est-ce qu'il a eu une panne avec sa voiture? Qu'est-ce qui lui arrive en fait? Je suis totalement d'accord. Je pense que justement, l'ego, il est toujours en mode protection, sur la défensive, à essayer de se protéger. Mais en même temps, en fait, moi, il y a une question que je me pose souvent, c'est quand on a beaucoup d'empathie, quand on est dans l'empathie et qu'on cherche à comprendre l'autre, donc on est dans l'amour de l'autre, on veut le comprendre, on veut l'accueillir comme il est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut rentrer dans une forme de sacrifice, dans le sens où on va mettre de côté nos besoins, on va mettre de côté notre besoin d'être respecté, par exemple, pour comprendre l'autre. En fait, c'est quoi la limite? À partir de quand tu te dis ok, je le comprends, mais là, c'est un peu... Tu vois? Mais comprendre l'autre, ça veut pas dire que tu vas passer du temps, que tu es obligé de passer du temps avec cette personne. Moi, j'ai rompu avec un ami de 15 ans qui, je sentais, il voulait pas mon bien. Il y avait beaucoup de compétition entre nous, de la jalousie. C'était une relation qui était clairement toxique. J'ai rompu, je lui ai dit, on va plus se voir. Mais quand je pense à lui, je le souhaite heureux. J'essaye de comprendre pourquoi il s'est comporté comme j'estime qu'il s'est comporté, de lui envoyer de l'amour, de lui envoyer plein d'amour. Ah, petite référence. Donc l'idée, c'est pas de comprendre, c'est pas de se sacrifier. L'idée, c'est il faut savoir poser ses limites. J'ai une pote qui me disait une fois, elle disait open heart, big fucking fence. Donc si t'as un cœur ouvert, tu mets une putain de grande barrière autour, tu laisses pas rentrer n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux... moi, un des exercices que je faisais en méditation pendant un moment, c'était à la fin, quand je faisais méta, la compassion, j'envoyais de l'amour à Trump. J'envoyais de l'amour à Trump parce que j'ai pas d'ennemis, j'ai pas personne que... Comme aujourd'hui, si je le faisais, je pourrais essayer d'envoyer de l'amour à Poutine, ou parce que l'idée de penser quelles sont des personnes que j'aime pas. Et ces personnes que j'aime pas, que je juge, au lieu de rester dans cette sensation de je les aime pas, je les juge, de séparation, de voir dans quelle mesure est-ce que je peux essayer de comprendre ce qu'il fait. Ça veut pas dire que j'accepte ce que ces personnes font. Ça veut pas dire que je le tolère. Ça veut pas dire que si j'avais le pouvoir de les empêcher, je les empêcherais pas. Mais c'est d'essayer de comprendre. C'est ce que fait... Je lisais Gabor Maté récemment qui parlait de survivants de la Shoah qui ont perdu leur famille dans la Shoah et qui ont fait ce travail avec Hitler. Bah ouais.
de dire, ok, j'essaye de comprendre, j'essaye d'avoir de la compassion. Je le fais pas pour lui, je le fais pour moi. C'est un niveau vachement... ouais, c'est un sacré niveau... Enfin, à ce niveau-là, je sais même pas comment tu fais pour... Mais c'est intéressant et ça me fait penser à... T'as lu le livre de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, et où il parle en fait du fait que tu peux changer la signification que tu donnes à ce que tu vis. Et d'ailleurs, c'est la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir. Mais je me pose une question par rapport à ça, c'est... tu vois, par exemple, si tes parents t'ont fait... Si t'as vécu des souffrances, des blessures avec tes parents, euh, parfois j'ai l'impression... Je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai souvent pensé à ce que ma famille avait vécu, mes parents ont vécu dans leur passé, qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui les a amenés à être comme ils sont ou comme ils étaient dans le passé. Et, et tu peux petit à petit comprendre ce qui les a amenés là, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, parfois, tu sais, on peut rester dans ce mécanisme de rancœur, de ressentiment envers nos parents ou envers les personnes qui ont pu affecter notre vie, comme si c'était un moyen de se protéger de, finalement, c'est presque plus confortable de rester dans cette rancœur que de chercher à les comprendre. Et je sais, comment est-ce que tu dépasses ça? Comment est-ce que tu dépasses cette peur de... J'ai eu de la rancœur envers certaines personnes toute ma vie, ou j'ai ressenti des choses envers certaines personnes pendant si longtemps. Qu'est-ce que... On a peur parfois même de pardonner, de comprendre, de se libérer d'un poids, parce que c'est comme si on justifiait ce qui s'était passé d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Y a plusieurs choses. La première, c'est la pensée de Bouddha qui dit garder de la colère en soi, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter, et c'est vous qui vous brûlez. Donc tu gardes de la rancœur, tu as l'impression que tu fais quelque chose contre quelqu'un, mais tu fais quelque chose contre toi. C'est vrai. Et puis il y a autre chose, c'est que euh, l'ego est renforcé par la distance ou la détestation ou la rancœur qu'il va avoir. Souvent, cette rancœur fait partie de notre identité. Et la plus grande peur de l'ego, c'est de plus savoir qui il est. Donc, certaines personnes qui lâchent une partie de leur souffrance, elles ne savent pas qui elles sont, donc elles préfèrent souffrir à un certain niveau plutôt que de lâcher cette souffrance. Moi, je parlais de ça là quand je suis arrivé tout à l'heure. Je me suis rendu compte que j'avais une rancœur contre ma mère et que je l'alimentais et que c'était pas bon et que j'avais la possibilité d'agir avec plus de compassion, de penser plus à son enfant intérieur à elle, plus aux souffrances qu'elle a eues, et d'essayer de donner de l'amour là où je pouvais donner de l'amour. Encore une fois, je sais que ça veut pas dire là elle est venue à la maison quand mon fils est né récemment et ça s'est pas hyper bien passé. Il faut savoir poser ses limites. Ça veut pas dire que je vais la réinviter à être avec nous sous notre toit avec le bébé, parce que ça fonctionne pas. Mais là, par exemple, je viens d'aller chez elle, la voir seule. J'arrivais beaucoup plus à la gérer. J'arrivais beaucoup plus à interagir, à lui donner de l'amour. On a passé des super moments. Ma compagne, Jeanne, est en train de faire un travail semblable aussi avec son père. La question, c'est comment. Il y a toujours un moyen, si on le veut, de donner de l'amour d'une façon ou d'une autre. Et ce travail de compréhension, il est pas facile, c'est sûr. Parce qu'il y a le petit moi qui dit j'ai été blessé, on me doit, c'est injuste. Exactement. Toutes ces choses. Mais je pense que plus on travaille et plus on arrive à se donner à soi l'amour dont on a tant besoin, plus on remplit sa coupe, plus on va arriver à le donner autour de nous. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu peux faire ce travail de pardon, de compréhension, de compassion tout en mettant des limites
T'es pas obligé de tout accepter. Non, non, c'est clair que non, t'acceptes pas. Et puis, je veux dire, c'est pas... l'idée, c'est pas d'être la bonne poire ou de te sacrifier, c'est pas ça, du tout. L'idée, c'est, je veux dire, s'aimer soi, ça peut vouloir dire, par exemple, moi, m'aimer moi, ça veut dire ne pas inviter ma mère à ce qu'elle passe du temps sous notre toit, en tout cas là, avec le bébé et tout. Ça, c'est un acte d'amour pour moi. Mm. Mais ça veut pas dire que cet acte d'amour pour moi est incompatible avec des actes d'amour envers elle. Mm. Justement, quand tu parles d'amour de soi, dans ton dernier livre, Journal d'un voyageur chamanique, tu parles justement du fait que ton expérience avec l'ayahuasca, ça t'a permis, parmi d'autres choses, de retrouver un certain contact avec toi, de te reconnecter avec toi-même. Ça t'a permis une découverte de toi-même que tu n'avais pas expérimentée avant. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont ça t'a... Déjà, est-ce que tu peux nous parler de l'expérience en elle-même et comment est-ce que cette expérience t'a permis de retrouver cette forme d'amour de toi, cet amour pour toi-même que tu n'avais peut-être pas... Ouais, le travail. Donc je fais ce travail avec cette plante sacrée d'Amazonie qui s'appelle l'ayahuasca. Mhm. Je le fais depuis plusieurs années. C'est un travail cérémonial en présence d'un chaman, à boire une plante qui est considérée comme sacrée, qui te met dans un état où tu reçois des visions, de l'information sur toi, si tu as envie de travailler sur toi, d'ouvrir ton cœur, de te rapprocher du divin. Ce travail m'a fait voir à quel point j'avais des progrès à faire dans ma faculté de compassion envers moi-même, envers les autres. Je prenais pas mal de drogue. Avant, j'avais des relations toxiques. Dans un premier temps, la plante m'a aidé à nettoyer tout ça, à sortir de mes grosses addictions, à voir aussi comment je me trompais dans mes choix de partenaires. J'avais des choix de partenaires qui étaient la conséquence directe de blessures d'enfance dont j'avais pas conscience, que la plante m'a aidé à voir. Elle m'a aidé à mieux connaître le petit Jonathan, à savoir où il avait mal et comment est-ce que du coup je pouvais moi aller penser ces plaies-là pour changer certaines décisions, certains comportements. Donc les deux choses, je dirais, sur lesquelles ce travail m'a le plus aidé, c'est les addictions et les relations intimes. Est-ce que tu peux nous parler des addictions? Parce que tu parles... je trouvais ça super intéressant ce que tu disais sur les addictions et sur le fait qu'il y a différentes formes d'addiction. Par exemple, de façon générale, on connaît les addictions un peu basiques, entre guillemets, les drogues, l'alcool, ce type d'addiction, mais on parle moins des addictions comme par exemple les réseaux sociaux, la nourriture, les relations intimes aussi, ça peut être une forme d'addiction. Est-ce que tu penses qu'on a tous des addictions? Est-ce que tu penses qu'on développe tous des addictions en réponse à nos traumas, à nos blessures? Pour répondre à cette question, il faut définir. Là, c'est l'avocat en moi qui te dit, tu veux avoir une discussion, définissons. Gabor Maté, il donne une définition de l'addiction qui me semble hyper utile. C'est avec 3 facteurs. Un comportement qui me fait du bien sur le court terme, qui va avoir un effet négatif sur le moyen ou long terme, et je peux pas m'arrêter. Ah, ok. Donc si tu prends cette définition-là, je crois qu'on est peu à ne pas avoir d'addiction. C'est intéressant aussi, lui, qui est vraiment reconnu aujourd'hui comme un des grands spécialistes sur les addictions, il dit c'est hyper important de ne pas voir l'addiction comme une maladie, mais comme un mécanisme de défense. Justement, je viens combler quelque chose, un manque d'amour. On vit dans une société qui ne sait plus élever ses enfants. On vit dans un pays où il n'y a plus d'allaitement, où au lieu de porter son enfant comme on est censé le faire pour son développement, on le met dans une poussette. Au lieu de dormir avec, on le met dans sa chambre, on le laisse pleurer. Enfin,
énormément de choses qui créent des blessures, sans parler de tout ce qui va venir après, des blessures qu'on va avoir à l'école parce qu'on n'est plus dans des tribus, mais on est à la merci de la tribu des gens de nos âges avec qui on ne peut plus être vulnérable. C'est vrai. Sans parler de ce qui va se passer à la maison, on va avoir des parents peut-être qui vont faire des choses encore bien plus graves, des violences. Donc des blessures, on en a tous. Et des addictions telles que largement définies de cette manière-là, on en a tous également. C'est une erreur de dire d'un côté il y a l'alcool et les drogues et de l'autre côté, bon, c'est pas vraiment des addictions. Quand je passe ma journée à faire ça, avec la tête comme ça, et que je suis en train de scroller, et que je prends, dès que je sais pas quoi faire de moi, j'ai ce truc, je me rends même pas, je suis comme un zombie. Ouais. Et on voit ça partout, quoi. Et nous, souvent, on peut être ça. Moi, Bien sûr. Ça m'arrive je sais pas quoi faire, hop, je me retrouve parfois dans un feed Instagram et je sais même pas où j'ai commencé, ce que je faisais, comment je m'appelle, enfin, c'est un truc de fou. Vrai. Donc, je veux dire, ça, c'est une forme d'addiction. Il y a beaucoup de choses avec la nourriture, évidemment. Il y a des gens qui sont addicts à la parole, qui peuvent pas s'arrêter de parler. Qui sont en monologue permanent. Ils ont peur du silence. J'ai l'impression qu'on a vraiment peur du silence. Ma théorie là-dessus, c'est que on est très souvent dans notre ego, et notre ego a peur de la mort, et le silence, il le voit comme la mort, en fait. J'ai l'impression que toute forme de silence, je suis pas sur mon téléphone, j'ai pas de bruit visuel, de bruit sonore, j'ai pas d'informations qui rentrent. Donc il y a un silence, donc j'ai peur de mourir, et donc il faut absolument que je trouve quelque chose. Après, mon autre théorie, c'est que la plupart du temps, on a peur de se faire face à nous-mêmes, en fait. Et du coup, on met un écran entre nous et nous-mêmes. Ben, c'est ça. C'est ça, en fait, on a peur de la douleur que instinctivement on sait qu'on a en nous, même si on se ment à nous-mêmes quant à sa présence. Si je rentre en silence, je commence à entendre, il y a comme si on avait augmenté le volume de mes pensées. Déjà, on est beaucoup à avoir peur de nos pensées. Puis il y a des choses qui vont remonter et on ne sait pas comment on va faire face. On est constamment en train d'anesthésier cette douleur inconsciemment avec les réseaux, avec Netflix, avec des drogues, avec de l'alcool, avec toutes sortes de trucs. C'est marrant que tu me parles de silence parce que tu sais que ma compagne a créé un mouvement qui s'appelle Silence. On co-anime des retraites silencieuses. Je trouve ça incroyable. Je voulais t'en parler d'ailleurs parce que j'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais trop venir. Ce serait trop bien. Des séjours. Et c'est incroyable ce qui se passe en fait avec cette médecine du silence. C'est incroyable. Moi, j'ai eu la chance de faire Vipassana 3 fois. Tu sais, c'est... Oui, c'est la retraite. C'est une grosse retraite, non ? De 10 jours en silence, avec une dizaine d'heures de méditation par jour. J'en suis revenu, et c'est pas quelque chose que je referais aujourd'hui, je crois, parce que j'ai une façon différente de méditer. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Et c'est vrai que rentrer dans un silence profond, c'est faire du saut à l'élastique à l'intérieur de soi-même. Et c'est aller à la rencontre de nos démons, qu'on essaye de se cacher, et on a toute notre société structurée autour de cette intention d'éviter ces démons. Mais comme il dit Jung, tu peux pas, si tu veux aller vers la lumière, il faut que tu passes par l'obscurité. C'est trop vrai. Mais bon, c'est pas populaire parce que c'est chaud. Ça fait peur en fait. Même moi, si je suis totalement honnête, je sais que j'ai tendance à... Je peux très bien fuir ce silence en me disant... Mais je suis convaincue que je fais quelque chose de bien en même temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que je sais d'un côté qu'il faudrait que je sois dans le silence, et de l'autre, je me convainc que j'ai quelque chose de plus important à faire. Donc non, il faut que je travaille, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je reste productive, il faut que... Et finalement... Quand je me pose vraiment et que je me pose la question pourquoi est-ce que tu te mets pas face à ce silence, j'ai l'impression que la réponse c'est j'ai peur de ce que je pourrais y trouver, j'ai peur de ce que je pourrais voir.
C'est bien déjà que tu le vois, ça. Que ça semble une vérité. On est conditionné à être dans le faire. C'est vrai. Il y a 3 dimensions de l'être, non? Il y a avoir, faire, être. La société nous vend constamment des trucs, des objets, il faut que j'ai et tout. Bon, je pense que ce soit toi ou la plupart des gens qui regardent, enfin, c'est pas forcément des gens qui collectionnent des objets ou des trucs. On est beaucoup à ce pas-là, à l'avoir franchi. Mais le pas d'après, il est plus dur. Je me définis en fonction de ce que je fais, en fonction de mes accomplissements, en Totalement. fonction de la réussite que tu projettes. Que je peux montrer au monde, et surtout ce que je peux me convaincre que je mérite d'exister. Tara Brach, elle parle en anglais, elle dit the trance of unworthiness. La transe, apparemment, c'est traduit la transe de déconsidération. Mais c'est cette idée, en fait, qu'on est beaucoup inconsciemment à être convaincu du fait qu'on ne mérite pas vraiment d'exister. Et que donc on doit prouver qu'on mérite d'être aimé, qu'on mérite d'exister. Moi, j'ai passé ma vie à faire des concours, à cocher des cases, à avoir des diplômes, des réussites. Après, c'était des conquêtes. Enfin, ça s'arrête pas, en fait. Et c'est l'ego qui est constamment... et effectivement, quand tu commences à méditer, ton ego, il te dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu gâches ton temps. De toute façon, ok, t'as médité 10 minutes, ça suffit. Qu'est-ce que ça va faire que tu médites 10 minutes ou 1 heure ? T'as médité, tu peux cocher cette case, t'as d'autres trucs à faire. C'est exactement ça, ouais. Il va se passer telle chose, il va se passer telle chose et tout. Et en fait, la méditation, elle sert à ça aussi. Elle sert à remettre l'ego à sa place. L'ego, c'est un outil. J'ai vu dans ta bibliothèque, Ego is the enemy. Un de mes livres préférés. Ouais, c'est vrai. Je ne connais pas le livre, mais je dirais que moi, après tout dépend de comment tu définis les choses, mais je dirais l'ego, c'est un outil. Et comment c'est un outil ? Moi, je suis curieuse de ton avis là-dessus parce que mon avis sur l'ego, il a beaucoup fluctué. Avant, j'avais tendance à me dire que l'ego, c'était quelque chose de très négatif. À un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, l'ego, ça peut me servir. Mon ego peut me servir. Il peut aussi être destructeur, mais si je l'utilise bien, il peut me servir. Mais je suis super curieuse d'avoir ton avis. Encore une fois, tout dépend de comment tu définis l'ego. C'est vrai. Et moi, la définition que j'applique, c'est la définition telle qu'elle est donnée par Eckhart. C'est the story of me, l'histoire de moi. C'est pour ça que j'appelle ça le moi-histoire. C'est toute l'histoire que je me raconte. Jonathan Lehman, ancien avocat, auteur de livres, papa de Salvador, compagnon de Jeanne, qui aime les sushis. Voilà. Ça, c'est mon ego. C'est l'histoire de ma vie. Il n'y a rien qui est intrinsèquement mauvais là-dedans. Mais si je me sers de l'histoire de ma vie, genre... je suis fan des Red Hot Chili Peppers, j'ai pas réussi à avoir un ticket pour le concert, et donc là, je suis énervé, je suis pas content, ou je montre mon film préféré à un pote, ça fait partie de mon moi-histoire, de mon ego, et il dit c'est de la merde, et je m'énerve parce que je me sens attaqué, parce que je me suis identifié à mon goût. Là, c'est un outil qui vient me faire du mal, mais je peux me servir de cet outil aussi d'une façon qui est bonne. Je me sers de l'outil de mon ego, de mon histoire, pour... par exemple, je sais pas, aller sur un plateau télé pour parler de mon livre, pour aider les gens à se mettre à la méditation, pour faire qu'ils soient moins stressés et plus heureux. Là, je me sers de mon histoire, je me sers de mon ego, je me sers d'anecdotes et tout d'une façon qui est positive. L'ego, il me semble, c'est comme le sexe, comme l'argent, comme les nouvelles technologies. C'est une force qui est neutre. Et la question, c'est comment tu t'en sers. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Tu peux te servir de ces forces d'une façon qui est négative. Tu peux te servir de l'argent d'une façon qui est négative. Tu peux t'en servir d'une façon qui est positive. Si tu te sers de l'argent pour te défoncer, ou pour acheter des armes pour tuer des gens, ou si tu te sers de l'argent pour planter des arbres ou creuser des puits, c'est pas la même chose. C'est la même énergie dont tu te sers de façon différente. Le sexe, c'est pareil. Tu peux te servir du sexe pour dominer, pour infliger de la souffrance, mais tu peux te servir du sexe pour connecter, pour donner de l'amour. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu peux te servir des réseaux pour véhiculer de la haine,
Et tu peux te servir des réseaux pour envoyer plein d'amour Ouais. aux gens. L'ego, c'est pareil. Est-ce que je sers de mon ego pour dominer, pour dire que je suis supérieur à toi, pour aller faire la guerre, ou est-ce que je sers de mon ego pour rameuter des gens, pour faire du bien, pour donner de l'amour? C'est trop vrai ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec ça, en fait. Pour moi, l'ego, c'est ça, c'est cette partie de nous. Mais justement, moi, je le vois aussi vraiment, surtout comme cette partie de nous qui est blessée, qui a peur, et qui cherche constamment à se protéger et à prouver. À prouver son importance, à prouver sa valeur, à se protéger, à se défendre. Mais c'est vrai que je suis d'accord que justement, on peut utiliser l'ego à des fins positives. Mais encore une fois, tu vois, si je suis totalement honnête, par exemple, si on m'invite sur un plateau télé pour parler de mon livre, mon intention, ça va être bien sûr d'aider les gens à travers mon livre. Mais est-ce que ça vient pas aussi nourrir la mauvaise partie de mon ego qui me fait croire que je suis quelqu'un d'important et de Évidemment. supérieur? Et bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et c'est en ça que et c'est vrai pour si je construis des puits, est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour me sentir, avoir l'impression que je suis quelqu'un de génial? Il y a toujours cette dualité. Il y a toujours cette dualité et donc il faut faire très attention. Il faut faire en sorte, c'est toujours ce truc que il faut que l'ego soit au service de la mission plutôt que la mission soit au service de l'ego. C'est vrai. Et ça, faut faire attention. C'est avec tout, en fait. Je veux dire, c'est comme... je veux dire, si t'envoies plein d'amour sur les réseaux sociaux, tu peux aussi rentrer dans le piège de j'ai combien de followers, Bien sûr. je suis tellement cool parce que j'ai plein de followers, Totalement. on m'aime, etc. Et l'idée, c'est déjà de se désidentifier de toutes les pensées et de les voir, ces pensées, et de réussir à se moquer de soi-même, de pas y donner trop d'énergie et tout. Je veux dire, si je prends mon exemple, quand j'ai été juste avant le premier confinement sur le plateau de Laurent Ruquier, l'émission On n'est pas couché, peu de temps avant qu'elle s'arrête, ça a été une manière pour moi de partager mon livre. Je sais que ce livre, il a fait beaucoup de bien aux gens, Les Antisèches du Bonheur, j'ai eu beaucoup de retours. Mais mon ego, il a surkiffé. J'étais chez Ruquier, samedi soir, en direct. Combien de fois j'avais pensé à ça? Je l'avais visualisé, je l'avais manifesté. Combien de fois j'avais pensé à ça? Que j'allais être sur ce plateau, je reçois Jonathan Lehman. J'étais là, oui, mais j'en ris aussi. Ouais. Si ce que j'observe, je ne suis pas. C'est vrai. Donc si j'observe ce truc-là, si je vois cette chose-là, j'ai dit ok, oui, ça a fait kiffer mon ego. Oui, ça a fait kiffer mon ego. Mais alors, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ok. Si après ça devient le truc et que je me sers de ça pour tu m'as vu, Pour asseoir une forme de supériorité, de domination sur les autres. c'est ça, parce que le mal de notre société, je pense, c'est la compétition. Ok. C'est la hiérarchie. C'est l'idée qu'il y a des personnes qui valent plus que d'autres. C'est l'idée que que les gens à Davos valent plus que les gens dans les camps de réfugiés à Calais. C'est toute notre société en fait est construite autour du principe hiérarchique, autour de la compétition. Notre divertissement premier, c'est la compétition. C'est la Coupe du Monde. Et je dis ça, moi je suis un grand fan de tennis et tout, mais j'essaye de faire attention parce que ça aussi c'est une énergie qui est dangereuse. Je suis grand fan de Marvel, j'allais voir tous les films et tout, et j'ai eu une prise de conscience récemment que, attends, Marvel, la base de Marvel, des super-héros, c'est qu'il y a des personnes qui valent plus que d'autres. Captain America et Spider-Man, ils valent plus que le commun des mortels. Et ils ont des super-pouvoirs. Il y a une hiérarchie entre eux. Et en fait, tu peux voir que tu peux aller très vite, ou comme la hiérarchie qu'il y a entre je suis numéro 1 mondial de tennis ou je suis 100e mondial. On ne vaut pas la même chose. Mais tu vas de ça, tu dérapes très vite vers la xénophobie, le racisme, cette énergie
Il y a une hiérarchie entre les êtres. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai et en même temps, je suis pratiquement certaine que... Enfin, c'est pas pour être... Je suis pas pessimiste, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera toujours là, cette illusion de hiérarchie. On nous le fera toujours projeter, je pense. Ah, j'y crois pas du tout. C'est vrai ? Ah, mais... Tu penses qu'il y aura un moment dans la... Ah, mais je pense qu'on est... Non, attends, je pense qu'on est à l'aube d'un changement radical de la condition humaine. Franchement, j'espère. Mais je sais pas, je trouve que c'est tellement ancré. Tu vois, même avant l'arrivée des médias ou du cinéma, où je suis certaine qu'il y avait cette dynamique-là de projeter l'illusion d'une supériorité ou d'une infériorité, peut-être d'une manière différente, tu vois. Je sais pas, quand il y avait des rois, on disait que le roi, c'était... Je sais pas, mais je veux dire, il y a toujours eu, je pense, cette illusion de... Moi, je suis inférieur, toi, t'es supérieur. Moi, je suis supérieur, toi, t'es inférieur. Et c'est un peu l'expression diviser pour mieux régner, c'est de diviser les gens et leur faire croire que ils sont séparés les uns des autres. Évidemment, évidemment, évidemment. Regarde, moi, un des écrits les plus passionnants que j'ai lus ces dernières années, c'est Frans de Waal, qui est, je sais pas si tu vois qui c'est un primatologue américain, il me semble, ou il est d'origine hollandaise. C'est un des maîtres à penser de Yuval Noah Harari. Ah, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il étudie les chimpanzés et les bonobos. Ok. Parce que, en gros, le sapiens est l'animal dont le sapiens est le plus proche, c'est les chimpanzés et les bonobos. Donc, tu veux voir quelle est la vraie nature humaine, va voir ce qui se passe chez les chimpanzés et les bonobos. Parce que ce qui se passe chez eux ressemble énormément à ce qui se passe chez nous. C'est vrai. Et tu peux tout de suite voir qu'est-ce qui est nature et qu'est-ce qui est culture. Parce que si tu retrouves quelque chose qui est typiquement humain, mais que tu vois que c'est typiquement chez les chimpanzés et les bonobos, tu vas voir que c'est quelque chose qui est dans notre nature, c'est pas quelque chose qui est appris. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent l'homme est le seul animal à torturer ou à infliger de la douleur pour le plaisir. Ça, c'est faux. C'est faux ? C'est faux. Tu vois ça chez les chimpanzés. Tu vois ça. Donc, le pire de l'homme, tu le retrouves chez les chimpanzés, plus chez les chimpanzés que chez les bonobos. Hein. Mais le meilleur aussi, tu retrouves chez les chimpanzés et les bonobos de l'empathie, de la collaboration, de la compassion. Tu vois par exemple un combat entre deux mâles chimpanzés, et à la fin du combat, une fois qu'ils sont calmés un peu, celui qui a infligé une blessure à l'autre vient et regarde sa blessure. Il lui montre sa blessure et tout. Tu vois des schémas de collaboration hyper complexes et tout. Et en fait, la conclusion de Waal, c'est de dire le principe sur lequel nos sociétés sont fondées, qui est le principe de Hobbes, en gros que l'homme est un loup pour l'homme, qu'on est intrinsèquement mauvais et qu'il faut se protéger contre ce mal intrinsèque, c'est faux. On a les deux à l'intérieur de nous. On a autant... La compétition, par exemple, elle est très présente chez les chimpanzés et les bonobos, mais la collaboration aussi. Et la question, vraiment, c'est qu'est-ce que tu vas nourrir de ces deux énergies-là ? Et c'est sûr que l'idée, c'est pas d'annihiler complètement toute compétition. C'est comme tout, c'est de trouver quel est le bon dosage. C'est comme le sucre. Tu peux en manger un petit peu, c'est ok. Si t'en manges trop, tu vas mourir. C'est vrai. C'est vrai, tout est une question de dosage. Et aujourd'hui, on a une overdose de compétition et on n'a pas assez de collaboration et on a besoin de rééquilibrer ça. Et moi, je suis persuadé qu'on va vivre dans un monde après-demain qui sera un monde d'amour, qui sera un monde où la collaboration sera plus importante que la compétition. Vraisemblablement, il y aura toujours besoin d'un peu de hiérarchie, parce que c'est utile la hiérarchie quand même pour faire fonctionner un groupe. Ça donne un certain ordre, enfin une structure, on va dire. Mais seulement dans la mesure où elle est nécessaire. La compétition, elle crée l'illusion du manque. La compétition, je lisais un livre qui s'appelle The Case Against Competition, qui est assez intéressant, qui a une 20aine d'années, il me semble, peut-être même plus. Et il dit, en fait, la compétition, elle est basée sur l'idée en anglais de scarcity, de manque. Pourquoi est-ce que... et moi encore, je suis un grand fan de tennis, mais pourquoi est-ce qu'il doit y avoir seulement un gagnant ?
pourquoi j'ai créé ce manque fictif pour couronner une personne. Il y a toujours ce truc, on a ce truc les fans de foot sont constamment en train de poser la question, c'est qui le meilleur de tous les temps alors? Est-ce que c'est Ronaldo? Est-ce que c'est Messi? C'est la même question dans le tennis. Qui est le meilleur de tous les temps? Toujours la question de qui est le meilleur, qui va gagner. Ça, tu penses que c'est quelque chose de récent? Enfin, pourquoi tu penses qu'on est aussi... Presque, il y a une obsession presque sur cette question de qui est le meilleur. C'est une obsession. Mais pourquoi, à ton avis, on est autant... Écoute, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a toutes sortes de facteurs. Une des réponses, et elle est peut-être pas bonne, mais une des réponses, il me semble, c'est la grande transition du passage à l'agriculture. Comment on est passé de chasseurs-cueilleurs à un monde d'agriculture. Parce que quand on était des chasseurs-cueilleurs, la propriété n'existait pas vraiment. On était constamment en train de bouger, la terre ne nous appartenait pas, on lui appartenait. On était propriétaire que de ce qu'on pouvait porter avec nous, donc il n'y avait pas vraiment cette question-là. Mais à partir du moment où on a découvert l'agriculture, la propriété est née avec, et de la propriété a découlé énormément de choses, et notamment le statut, savoir qui contrôlait qui, et donc on a été poussé à devenir de plus en plus propriétaire. Et la compétition est partie de là, il me semble, parce que ceux qui gagnaient la compétition étaient plus propriétaires. Ouais, ça revient un peu à cette question de pouvoir, de puissance et de pouvoir. Le meilleur, c'est le plus puissant, le plus... Ça, c'est une question que je me pose beaucoup parce que je pense que une de mes parts d'ombre, c'est ce côté compétitif que j'ai beaucoup, je pense, sur lequel j'essaye de travailler parce que ça m'a vraiment... C'est arrivé à un stade, à un moment où ça me faisait vraiment souffrir parce que j'avais vraiment cette sensation de... Tu sais, ça nourrissait une peur que je peux même pas expliquer en fait. Cette peur de pas être assez bien, de pas assez faire, de pas assez performer. Et je me suis rendu compte que finalement c'était une énergie qui me détruisait vraiment. Enfin, ça m'empêchait de fonctionner normalement. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une compétition saine. Il peut y avoir une... Tu vois, c'est comme ce que tu disais, il faudrait définir la compétition. Mais pour moi, le fait de se dire comment est-ce que je peux être meilleure, comment est-ce que je peux faire mieux, comment est-ce que je peux mieux contribuer, ça peut être quelque chose de sain. Ça peut être une intention saine. Que l'autre. Comment est-ce que je peux être meilleure que l'autre. Voilà, exactement. Que l'autre et comment est-ce que je peux mieux faire que l'autre, comment est-ce que je peux... Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est... Je sais pas, peut-être. Tu penses qu'il n'y a pas de compétition saine? Tu sais, on entend souvent dans le développement personnel, ça sert à rien de se comparer aux autres, ça sert à rien d'être en compétition avec les autres, il vaut mieux se comparer à soi, il vaut mieux être en compétition avec soi, avec la version que t'étais hier, avec ce que t'as fait hier. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, l'idée de se dépasser, d'évoluer, de progresser, ça me parle. Je sais pas si on est en compétition avec soi-même, c'est comme, est-ce que l'élève de CM2 est en compétition avec l'élève de CP qu'il était? Non, il est juste il est dans une autre sphère. Non, c'est plus de se dire, au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à toi, c'est-à-dire Oui. tu vas te comparer à... Tu vas te dire, ok, bah là je suis à ce stade, mais hier j'étais à ce stade-là. Oui. Au lieu de te dire, bah cette personne elle est à ce stade, moi je suis pas assez bien. Mais pourquoi on se compare aux autres? On se compare aux autres parce que quelque part il y a de l'envie. Parce qu'il y a une forme de jalousie. Moi je me compare. Il y a un livre dans ta bibliothèque d'un mec qui me trigger vachement. C'est vrai? Jay Shetty. Ah, intéressant, super intéressant qui te trigger. Je suis hyper trigger par Jay Shetty. Sans doute parce qu'il y a de l'envie. Bon, pour d'autres raisons aussi. Ouais, je comprends. Mais sans doute parce qu'il y a de l'envie. Sans doute parce que
Il est beau, il est réussi, il est charmant, il parle super bien. Je sais pas, bon, il y a aussi des choses, je pense, qui me déplaisent sincèrement et qui sont pas de l'envie, mais je pense que la comparaison avec autrui, c'est souvent de l'envie. Je veux ce que l'autre a. Mais à ton avis, est-ce que... Parce que si je veux ce que l'autre a, est-ce que c'est un besoin que je me suis créé ou est-ce que c'est un véritable besoin? Si je veux, par exemple, rayonner autant que Jay Shetty, est-ce que c'est parce que ça vient d'un besoin naturel et intrinsèque ou est-ce que c'est un besoin que je me suis créé parce que mon ego l'a créé? C'est-à-dire, personne n'a le besoin de rayonner à des millions de personnes. C'est pas un besoin. Ça ne peut pas être un besoin. Donc finalement, je me suis créé ce Évidemment. besoin. Comment ça peut être un besoin? Est-ce que tu as besoin d'air, tu as besoin d'eau, tu as besoin de nourriture, tu as besoin d'amour. Mais ce que tu reçois sur les réseaux sociaux, les likes et tout, c'est pas du vrai amour. Oui, mais on pense que c'est de l'amour, je pense. Bah, c'est un substitut. Comme les compliments, comme pour certaines personnes, je sais pas, manger ta plaquette de chocolat, ça va être ton moment où tu as l'impression de recevoir de l'amour, parce que c'est des substituts, parce qu'on sait pas. Encore une fois, on en revient à l'amour de soi. Vu qu'on sait pas s'aimer nous-mêmes, on va chercher l'amour, les substituts, là où on peut en trouver. Justement, dans ton livre, tu parles à un moment donné, je crois que c'est Viola qui était avec toi dans la cérémonie, qui te dit quelque chose par rapport au fait de prendre la responsabilité de tes blessures et de prendre la responsabilité de ce manque d'amour que tu ressentais. Parce que tu parles à un moment donné de prendre conscience de ta blessure d'abandon, de ce trauma-là d'abandon, et d'arriver à la conclusion que ce manque d'amour que tu as ressenti, il n'y a que toi qui peux venir te donner cet amour, en fait. J'ai trouvé ça très beau et très intéressant. Comment est-ce que comment est-ce que tu t'as appris ou comment est-ce que tu te donnes de l'amour? Déjà, je suis encore en train d'apprendre, hein. Je pense que c'est le travail d'une vie. Mais il me semble que se donner de l'amour, c'est plein de choses. C'est déjà donner de l'amour à son corps. Ça, c'est le basique. Prendre soin de son sommeil. Combien de fois j'ai regardé un épisode de plus On fait tout ça, je pense. Donc, c'est prendre soin de son alimentation. Parfois, je mange des trucs que je sais être mauvais pour moi. Je mange des trucs qui sortent d'usine, de je sais pas où, plutôt que de manger des trucs qui sortent de la terre. Je sais que ce qui est bon pour mon corps, c'est des choses naturelles, qui viennent de la terre, qui ont poussé. Avant, j'écoutais du rap violent. Mais je sais que rien n'est anodin. Si j'écoute du rap violent, en fait, je m'expose à une énergie violente. C'est comme si je fais que regarder des films avec des meurtres. Je m'expose. Donc l'idée pour se donner de l'amour, c'est s'aligner, aligner ses croyances et ce qu'on fait. Mon film préféré en grandissant, c'était Pulp Fiction. J'étais fou, j'ai dû voir 10 fois ce film. Je peux plus le regarder. Je peux plus regarder des gens juste se tuer, se torturer, tout. C'est de la folie en fait. La société dans laquelle on vit et ce qu'on estime être de l'art. De l'art, du divertissement, c'est de la folie. Je trouve ça tellement vrai ce que tu dis. Donc s'aimer, c'est ok, à quel contenu, tu vois, quel compte je suis sur Instagram, si je suis sur Instagram. Est-ce que je suis des comptes qui me tirent vers le haut, ou est-ce que je suis des ragots, des gens qui disent du mal des gens, de toutes les énergies auxquelles on s'expose ont un impact sur nous. Se donner de l'amour, c'est aussi savoir aller passer du temps dans la nature. On en a besoin. Pour s'aimer, on doit être connecté le plus possible. C'est hyper important. C'est lire des livres qui nous tirent vers le haut. C'est entretenir des relations avec des gens qui nous apportent des bonnes ondes. Plutôt de couper les relations toxiques, même si c'est des relations historiques. Même s'il y a beaucoup de passé. Je suis d'accord avec toi.
En fait, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu parles aussi finalement de tout ce qu'on consomme comme énergie. Ça peut être visuellement, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on entend, enfin, l'environnement dans lequel on est. Tout ça, on peut le choisir intentionnellement pour se faire du bien. Bah ouais. Moi, j'ai arrêté par exemple de regarder les infos Ouais. depuis quelques temps. Ouais, pareil. Quand j'avais... Attends, c'était quand ? Quand j'avais 18-19 ans, je crois, j'étais obsédée par les infos. Pareil. Non mais H24. H24, en plus je regardais les chaînes BBC, je sais pas quoi, CNN, tout ça. Je regardais toutes les chaînes. Je voulais avoir toutes les chaînes, avoir le plus d'infos possible. Et je me rappelle qu'un jour, je venais de retrouver mes parents et je me sentais pas bien du tout. J'ai commencé à pleurer. Et je ressentais tellement de souffrance que j'arrivais pas à expliquer. Et je savais que c'était parce que je consommais toutes ces énergies, toutes ces informations horribles, vraiment horribles, des images. Ils te montrent des images vraiment traumatisantes à la télé, enfin, aux infos. Et j'essayais d'expliquer ça à mes parents et je leur disais, le monde est horrible. Le monde est horrible. Et j'avais cette vision du monde en me disant, mais c'est pas possible, je peux pas vivre dans ce monde-là, c'est trop de souffrance. Et je le ressentais tellement que à ce moment-là, je me suis dit, tu peux pas continuer à regarder... Enfin, tu vas te détruire en fait pour quelque chose. T'as aucun impact sur ce qui se passe dans le monde. Donc en fait, le fait de regarder tout ça, quoi, ça te mène où finalement ? Ouais. Donc... On a tendance c'est un de nos biais cognitifs, c'est... On pense que le monde est ce qu'on en perçoit. Mais on ne perçoit pas du tout la totalité du monde. Et c'est sûr que l'information est structurée pour partager de l'information négative, parce que le cerveau est plus sensible à l'information négative qu'à l'information positive. C'est vrai. Donc c'est ça qui intéresse le cerveau, parce que le cerveau est une machine à régler des problèmes, donc tu lui donnes des problèmes, il est hyper attentif. Ça, c'est le fameux truc, je te fais 9 compliments et un reproche, de quoi tu te souviens en priorité dans 3 jours, ça va être du reproche. C'est pas normal, mais c'est ce qui nous a aidé à survivre. Mais oui, les infos, encore une fois, trouver un bon équilibre. Pendant le premier confinement, je parlais avec une amie qui était constamment sur BFM, à regarder en boucle, quoi, ce qui se passait. Mais je dis arrête, parce qu'elle est en train de me dire c'est la fin du monde, et oui, là vers quoi tu te branches, ça va déterminer ta vision des choses. On vit dans un monde qui est magnifique. On vit dans un monde où les consciences sont en train de s'ouvrir et de s'éveiller, où il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui sont dans la compassion, qui font des choses positives. Tout ça, c'est pas couvert. C'est vrai. L'information, elle parle pas de ça. Donc tu crois que tu as une vision du monde, mais c'est pas une vision du monde. C'est une vision très partielle de... Oui, c'est une vision partielle. Donc moi, je me suis rendu compte que j'étais trop loin dans la non-information, où je savais plus rien. Donc j'ai essayé de retrouver un équilibre quand même. Mais oui, dans les infos, c'est terrible. Tu parles aussi de la gratitude. Est-ce que tu pratiques la gratitude ? Constamment. Comment tu la pratiques ? Parce que, tu vois, moi, il y a quelques années, j'ai découvert la gratitude et je me suis rendu compte, en fait, en essayant de la pratiquer, c'est-à-dire que, par exemple, tous les matins, je me réveillais et puis je faisais une liste. Ok, what am I grateful for ? Qu'est-ce qui me rend reconnaissante aujourd'hui ? Je vais écrire, etc. Et le problème, c'est que c'est devenu très vite assez mécanique, où j'essayais de trouver des choses... Il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Mais pour moi, la puissance de la gratitude, c'est de la ressentir. Et je trouve que, par exemple, aujourd'hui, pour moi, il y a des moments où je vois que j'ai du mal à la ressentir. Intellectuellement, je sais que j'ai beaucoup de chance. Je sais que je suis vraiment privilégiée, que j'ai tellement, et je pourrais faire une liste énorme de toutes ces choses pour lesquelles je devrais me sentir reconnaissante. Mais j'ai pas toujours cette sensation à l'intérieur de mon corps
cette sensation de joie, de calme, de reconnaissance. Comment est-ce que tu ressens est-ce que pour toi, on peut provoquer ce ressenti de la gratitude? Ouais, je pense que ça se cultive. C'est hyper intéressant ce que tu dis en plus de l'élément mental, avoir l'élément vraiment ressenti. Moi, la gratitude, je la pratique à chaque fois que je prends ma douche. Je liste les choses pour lesquelles je suis reconnaissant et j'essaye de le ressentir. Le soir avant de dormir, en général aussi, je dis merci à la vie, plus généralement, pour des choses. Mais ce que je fais aussi, c'est que je me rappelle, j'essaye de me rappeler de l'impermanence des choses. J'ai la chance par exemple, d'avoir aujourd'hui une relation avec une femme où je suis Jeanne, dont je suis très amoureux. On vit quelque chose je vis la plus belle relation que j'ai jamais vécue. Je pensais même pas que c'était possible. Mais je sais que ça va se terminer. Je sais que ça se terminera forcément, puisque c'est impermanent. J'ai vu ma mère qui était pendant 40 ans avec mon père, et mon père est mort, et elle n'y avait pas pensé, en fait. Et des moments où je m'engueule avec Jeanne, j'essaye de me rappeler, mais attends, imagine, elle part demain. Parce qu'elle partira demain. C'est peut-être un demain qui est après-demain, mais se rappeler ça aussi. C'est tellement vrai. Les sages nous disent, accepte la mort. S'il te restait 24 heures à vivre, est-ce que tu n'aurais pas de la gratitude pour ton café, pour ta banane, pour c'est tellement vrai. pour l'eau chaude qui coule sur ton corps, et cette sensation, pour tous ces trucs qu'on prend pour acquis, en fait, mais qui vont partir. Et les gens que t'aimes, les moments que tu peux passer, je sais pas, moi ce soir je vais voir mon pote Anthony, que j'adore. Je pourrais le prendre pour acquis, mais c'est peut-être la dernière fois que je le vois. Et donc je pense que ça aide aussi les gens n'ont pas envie de penser à la mort, et s'en cachent, et on met les vieux dans des EHPAD, on cache tout ça, mais non, la mort c'est beau. Encore une fois, je te parle conceptuellement, j'essaye d'intégrer ces concepts à ma vie parce que je sais qu'ils font du bien. C'est pas complètement intégré, j'ai peur de la mort, je me pose pas là en me disant je suis éveillé, j'ai pas peur de la mort, mais je me rappelle de ces choses. Et ouais. C'est très vrai, tu vois, c'est d'ailleurs quelque chose dont j'ai parlé dans un autre podcast, c'est le fait que pour moi, la mort nous permet de immédiatement ressentir ce qui est important. On le ressent immédiatement. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé du fait que quand ton papa il est tombé malade, tu as eu une sorte de prise de conscience. Et c'est souvent dans des moments comme ça où un proche est dans une situation compromettante, où la mort peut s'approcher, où on voit que la mort existe en fait. La mort est réelle. Parce que le problème aussi, c'est que si on est vraiment honnête, on vit dans une société où on n'est pas en contact de la mort. D'ailleurs, une théorie que j'ai là-dessus, c'est que certains peuples ou certaines cultures ont une relation totalement différente à la vie, parce qu'ils ont une relation différente à la mort. Ils sont beaucoup plus confrontés à la mort, ils ont une relation décomplexée avec la mort, mais donc ils ont aussi une joie de vivre totalement différente de la nôtre. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, parce que finalement, peut-être que c'est parce qu'on n'est pas assez conscient de notre condition mortelle que on n'est plus forcément en contact avec cette gratitude qu'on devrait ressentir. C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais ouais, et du coup, moi, je suis curieuse que tu nous parles un peu de ta relation avec Jeanne, comment tu l'as rencontrée, qu'est-ce qui était différent dans cette rencontre, dans cette relation Parce que tu vois, même dans le livre, tu dis que tu prends conscience... dans le livre, tu prends conscience, tu nous racontes comment tu prends conscience de tes blessures, des schémas que tu répétais, parce qu'on répète tous des schémas dans nos relations. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, c'était différent et... Comment est-ce qu'on peut savoir, d'ailleurs, de façon générale, quand c'est différent, quand on a rencontré une personne ou qu'on est là maintenant dans une relation qui va être différente des schémas? Franchement, je sais pas.
je, ce que je sais, c'est que on est tous sur notre propre voie. Euh, que une des grandes erreurs qu'on fait dans les relations, c'est d'attendre que les relations nous apportent du plaisir, Mm. d'attendre que la relation nous apporte quelque chose. La relation, elle va nous apporter quelque chose, mais elle est là avant tout, je pense, pour nous permettre d'évoluer spirituellement. Mm. C'est un outil avant tout. Tu vois la relation comme un outil Mm. de... Un outil d'évolution, et je vois aussi que la relation m'appelle à me mettre au service de l'autre et au service de la relation. Avant, j'étais juste quel plaisir je vais avoir. C'était que j'étais complètement tourné vers moi. Euh, et puis, les femmes que je choisissais, c'était pour qu'elles soient un peu des faire-valoir. Il fallait qu'elles remplissent certains critères de beauté, de popularité, peut-être de statut social. Tout ça, c'était inconscient, semi-inconscient. Parce que je m'aimais pas suffisamment, donc j'avais besoin de rehausser mon estime de moi avec une partenaire qui, objectivement, selon les critères de la société, avait une certaine valeur, était hiérarchiquement supérieure. Mm. Mais donc, quand j'ai commencé à débloquer le puzzle un peu de tout ça, et j'ai appris à mieux m'aimer, j'avais plus besoin de ça, et j'ai rencontré quelqu'un... elle m'a invité à un séjour silence parce qu'elle voyait que j'étais méditant vipassana elle fait des séjours qui sont magnifiques où elle allie la médecine du silence avec justement la notion de plaisir, de connexion à la nature et c'était une rencontre avec quelqu'un avec qui on partage des valeurs euh, euh, qui est connecté, qui est dans une recherche spirituelle. On était sur la même longueur d'onde en fait. Avant, dans mes relations, ma longue relation qui a juste précédé celle avec Jeanne, c'était avec une fille super. Mais on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Et moi, avant de rentrer dans la relation, j'avais coché des cases. Elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle lit des livres. Enfin, c'était comme ça, mais c'était pas. Est-ce on n'avait pas les mêmes valeurs, on n'avait pas les mêmes attentes de la vie, on n'avait pas. Euh, donc, au début, Jeanne, elle remplissait pas mes critères objectifs. Au début, je l'ai pas calculé, Jeanne, parce qu'elle remplissait pas mes critères. C'était pas du tout mon style de fille, du tout. Euh, pour moi, une fille avant, une femme, si dans les 10 premières secondes, j'avais pas envie de la ramener dans mon lit, c'était pas une candidate. Ah ouais. J'en étais là. Et j'ai compris que à quel point c'était pas la bonne manière. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'hommes sont dans cette dynamique-là. Oui, et encore une fois, c'est le truc de hiérarchie. On est tous en train de hiérarchiser. On hiérarchise en fonction du statut, en fonction de la beauté, en fonction de critères. Les critères que la société nous dit sont les critères. C'est quoi les critères? C'est le pouvoir, la popularité, la beauté. C'est quoi ta relation avec la virilité? Aujourd'hui, tu le vois comment être viril? C'est quoi pour toi? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de... J'ai l'impression que c'est une source de souffrance pour beaucoup d'hommes, cette peur de pas être assez viril, de pas être assez masculin, de... Je sais pas. Tu sais, je crois que je suis un homme avec une très grosse part de yin. Mhm. Je pense que je suis un homme très féminin. Mhm. Je suis toujours mieux entendu avec les femmes qu'avec les hommes. En tout cas, avant. Ouais. Ça a changé depuis une quinzaine d'années, je dirais. Mais petit, ado, c'était toujours plus facile avec les femmes pour moi. D'ailleurs, en symétrie, Jeanne est quelqu'un qui a un très fort yang, qui a un côté masculin très, très prononcé. Je me pose pas la question de ma virilité, je crois. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était plus...
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait souffrir, toi, personnellement, le fait d'avoir cette sensation que, en tant qu'homme, il faut être viril, en tant que... Je te demande ça parce que je sais qu'il y a forcément des hommes ou des jeunes hommes qui nous écoutent et qui ont peut-être cette pression de se dire je suis peut-être pas assez à ce niveau-là, tu vois. Ça revient aussi à ce sentiment de pas être assez. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est super important de déconstruire et justement avoir des modèles d'hommes où tu te dis que finalement, bah, cette personne, elle se sent bien avec elle-même et elle se met pas cette pression à elle-même pour remplir certains critères que la société... Je pense que je l'avais avant, peut-être, la pression d'assurer comme un homme. Et puis ça peut revenir. Hein, par exemple, j'ai des problèmes de dos qui font que je me suis retrouvé dans des situations où j'étais pas capable de porter des trucs. Ça, c'était un truc d'homme et ça me mettait mal, en fait. Parfois même, quand j'avais vraiment des problèmes de dos en voyage, c'est Jeanne qui portait quand il fallait mettre la valise dans le taxi et tout. Et genre, c'était dur pour l'ego. Ouais. Mais je m'y suis fait. Et je pense que ce dont les hommes ont le plus besoin aujourd'hui, c'est de développer leur féminin. Je suis d'accord avec toi. De connecter à leur vulnérabilité, savoir dire je sais pas, de savoir poser des questions, de savoir écouter, de savoir recevoir, savoir se remettre en question. Savoir dire j'ai besoin d'aide aussi. Ouais. Qui est une forme de vulnérabilité. Je trouve que je pense beaucoup à la vulnérabilité en ce moment parce que je me rends compte que c'est le moyen le plus puissant finalement de se reconnecter à soi et de s'accepter entièrement. Parce que justement, quand on met de côté ces zones de souffrance où on fait comme si tout allait bien, on fait comme si on n'avait pas besoin d'aide, on va se couper de nous-mêmes et on se coupe des autres aussi, dans un sens. C'est ça, et c'est... Gabor Maté, il parle de ça dans The Myth of Normal, son dernier livre. Il dit tout dans la nature doit se rendre vulnérable pour grandir, pour évoluer. Une pousse d'arbre est très vulnérable. Je sais plus quel crustacé, pas crustacé... un crabe. Un crabe. Ouais. Pour grandir, il a besoin de se séparer de sa coquille pendant un moment. Ils seront hyper vulnérables. On a besoin d'être vulnérable pour évoluer. C'est très vrai. Et si on ne se rend pas vulnérable, on va se coincer. Ok, pour terminer le podcast, j'ai quelques questions pour toi. C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir sur les autres ? Si je peux contribuer à ce que les gens s'aiment mieux eux-mêmes, qui donnent plus d'amour autour d'eux, qui se comprennent mieux, qui comprennent mieux la vie, qui fassent ça donne à moins des comportements qui leur fait du mal et qui les limitent dans leur capacité à connecter à eux-mêmes, aux autres. Cet impact-là. Ok, c'est un bel impact. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était important pour toi dans le passé et qui a plus du tout d'importance aujourd'hui ? Plus du tout d'importance. J'ai plus envie de dire, il y a des choses qui ont moins d'importance. Parce que, par exemple, si je prends l'apparence physique, ça serait malhonnête de dire qu'elle a plus d'importance aujourd'hui. Elle a de l'importance. J'ai un espace là, entre mes dents, que je regarde beaucoup dans le miroir. Mais je dirais globalement, je pense que je suis moins préoccupé par ça. Je suis moins préoccupé par savoir qui a gagné le quart de finale à l'Open d'Australie. Je suis moins préoccupé par ça. Je suis globalement moins préoccupé par ce que les gens pensent de moi. J'ai fait la paix avec le fait qu'il y aura toujours des gens qui m'aimeront pas et qu'il y aura des gens qui m'aiment, et plutôt que d'essayer de faire en sorte que les gens qui m'aiment pas m'aiment absolument. Ça m'importe beaucoup moins. Ce qui m'importe beaucoup moins, un truc, s'il y a un truc. Ouais, tu vois. Presque, hein, mais j'étais obsédé avant par le fait d'avoir raison. Et en tant qu'avocat, j'étais constamment en train de convaincre. Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à relâcher ça. Je m'en fous, en fait. Je te dis, et puis je relâche.
J'ai pas besoin de te prouver. Attends, pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des moments avec Jeanne où on rentre dans des sortes de combats. Parfois, j'essaie de faire un pas en arrière et tu sais, ces embrouilles où parfois tu t'embrouilles avec quelqu'un et tu sais plus pourquoi tu t'embrouilles, juste pour avoir raison et pour donner tort à l'autre. En fait, c'est la stratégie de base de l'ego. L'ego est séparé des autres égos, donc il cherche à... Et encore une fois, on en arrive à cette question de hiérarchie. Si j'ai raison, dans l'instant, je suis hiérarchiquement supérieur. Mais c'est aussi ce truc de... Si je te donne une information que tu n'as pas, un ragot, attends, il faut que je te raconte un truc. À ce moment qui précède, où je t'ai pas dit, il y a un truc supérieur, puisque je sais quelque chose que moi tu je sais ne sais pas. Et je vais être la personne qui te l'aura dit. Et toujours, tu retrouves cette compétition, cette hiérarchie partout. C'est vrai. C'est très vrai. Oui, c'est intéressant, c'est vrai. Est-ce que s'il y avait le petit Jonathan devant toi, la version de toi enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais... Relax. Respire. Je sais que t'as peur. Je sais que tu comprends pas grand-chose. Mais je te promets que ça va bien se passer. Je t'aime. Et je serai toujours là pour toi. Et tu vas voir... c'est génial. C'est génial. Il y aura des moments difficiles, mais globalement c'est génial. Oh, c'est trop beau. C'est une belle réponse. Très beau message. Franchement, merci, c'était trop bien. C'était trop trop beau. Merci à toi, j'admire tellement ton travail et tes intentions et ce que tu fais et t'es si jeune en fait, et pour être là où t'en es, moi, t'as quel âge déjà? 26. Moi, à ton âge, j'étais encore, enfin, je pensais pas à tout ça, quoi. J'ai 44 ans et ce qui m'intéressait, c'était de me défoncer, de draguer et tout, et donc tu fais partie de ce mouvement d'évolution des consciences qui est en train de se passer. Merci. C'est magnifique ce que tu fais, donc merci de m'avoir invité. Mais merci à toi, j'adore ce que tu fais. Et je vous invite tous à suivre Jonathan et surtout à lire ses livres, parce que tes livres sont incroyables. J'ai vraiment pris du plaisir à les lire, tu vois. Et c'est pas quelque chose qui m'arrive hyper souvent, donc vraiment bravo. C'est trop cool. Merci Maria. Merci. C'était trop bien. Vraiment. C'est trop beau ce que t'as